Aujourd'hui, on se penche sur des extraits de L'art de dire non. Fixez vos limites sans culpabilité. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi c'est si dur de poser des limites et surtout comment y arriver sans se sentir coupable après. Le texte présente ça comme un acte essentiel d'amour envers soi-même, en fait. Oui, exactement. Et le texte fait une comparaison assez parlante, je trouve. Dire non, c'est comme choisir un livre précis. Ah oui, Oui, ça ne veut pas dire qu'on rejette tous les autres livres de la librairie, mais juste qu'on affirme à sa préférence du moment et qu'on reconnaît aussi que notre temps, il est limité. d'accord. Et souvent, cette difficulté à dire non, ça vient de loin, de l'enfance même. On apprend vite à associer le fait de dire oui, d'acquiescer à l'approbation des autres. Et le refus au rejet. C'est ça. Voilà, exactement. Le refus est vu comme un rejet personnel. D'accord. Alors, creusons un peu ça. Le guide parle aussi des messages qu'on reçoit, parfois de la famille, genre on ne refuse jamais rien à la famille, ce genre de choses, Tout à fait. ou juste la peur de décevoir, tout simplement. Ça nous pousse vers ce oui presque réflexe. Oui, un oui automatique. Et ce oui automatique, il a un coût. Un coût psychologique non négligeable, le texte insiste là-dessus. C'est-à-dire, Ça mène à l'épuisement émotionnel, parfois à une perte d'identité, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on veut, et puis au ressentiment aussi, vis-à-vis des autres et de soi-même. C'est un peu comme si chaque oui qui n'est pas vraiment aligné avec nous venait puiser dans notre compte en banque émotionnel. c'est une bonne image ça, le compte en banque émotionnel. Oui. Et le guide, il fait aussi une distinction importante entre la culpabilité saine, La culpabilité saine, oui, celle qui est utile en gros, qui nous pousse à réparer un tort qu'on a réellement causé, et la culpabilité toxique. ah oui, la toxique. Celle qui nous plombe pour rien, j'imagine. C'est ça. Celle qui est souvent liée à des croyances profondes, du genre ma valeur dépend de mon utilité ou je dois toujours être disponible. C'est une culpabilité qui ne sert à rien, si ce n'est à nous faire sentir mal. D'accord, je vois. Alors, comment on sort de ça? J'imagine qu'il faut d'abord savoir ce qui compte vraiment pour soi. C'est exactement ça. Le texte insiste beaucoup sur l'importance d'identifier ses propres valeurs, ses priorités, et de le faire avant d'être face à une demande. Ah, en amont. Oui, en amont. Parce que si on sait clairement à quoi on veut dire oui dans sa vie, eh bien le non aux autres sollicitations devient plus facile, plus légitime. Logique. L'auteur parle même d'une archéologie personnelle des valeurs. J'aime bien l'expression. Une archéologie, c'est-à-dire vraiment aller chercher au fond. Oui, aller creuser pour distinguer ce qui vient des autres, de l'éducation, de la société, et ce qui est vraiment à soi, ce qu'on choisit consciemment. D'accord. Et une fois qu'on a fait cette archéologie, comment ça aide à poser des limites concrètement? Comprendre ces valeurs, ça aide à définir différents types de limites. Le texte en liste plusieurs, les limites temporelles par exemple, Comme ne pas répondre au téléphone pro après 20 heures? voilà, typiquement, mais aussi les limites émotionnelles, ne pas se laisser envahir par la mauvaise humeur de quelqu'un d'autre par exemple. Intellectuelle et même digitale, aujourd'hui c'est crucial. Elles sont toutes liées en fait. C'est un système. Et là, ça devient super intéressant. Le guide dit qu'il faut apprendre à reconnaître les signaux d'alarme que notre corps nous envoie. Ah oui, c'est fondamental. Cette tension dans les épaules là d'un coup, ou l'irritation qui monte face à une simple demande, Exactement, ou ces pensées qui tournent en boucle. J'aurais dû dire non, comment je vais faire? c'est ça. Ce sont des indicateurs que nos limites sont peut-être en train d'être franchies, ou qu'on est sur le point de les laisser franchir. Tout à fait. Et une fois qu'on a capté ces signaux, qu'on sent ce besoin de dire non, eh bien il faut le communiquer. Et là, le texte recommande l'approche assertive. Assertif, c'est-à-dire... Ferme mais respectueuse. C'est ça. En gros, d'abord, accuser réception de la demande. Montrer qu'on a bien entendu. Ok, Ensuite, formuler un refus clair et simple. Je ne pourrai pas, ça ne m'est pas possible. Pas besoin de chercher des excuses pendant des heures. d'accord. Et donner une raison... Une explication concise, si on le souhaite, si ça aide à préserver la relation, mais courte. L'idée, c'est vraiment de rester sur sa position, sans agressivité, mais sans céder non plus. Et si l'autre insiste ou essaye de nous faire culpabiliser? Le guide conseille de répéter calmement son refus, la technique du disque rayé, en quelque sorte, mais toujours avec respect. Ok, je vois. Alors, si on résume un peu tout ça, d'après ces extraits, poser des limites saines, ça nous apporte quoi, au final? Plus d'autonomie, j'imagine? Oui, clairement. Plus d'autonomie sur notre temps, notre énergie. Ça mène aussi, selon le texte, à des relations plus authentiques. Plus vraies, parce que basées sur le respect mutuel des besoins de chacun. Exactement. Et puis,
Un meilleur bien-être émotionnel, moins de stress, moins de ressentiment, c'est vraiment reprendre le contrôle en fait. Une reprise de pouvoir personnel? C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme une destination finale, un méta qu'on atteint une fois pour toutes. Ah non, pas. Non, plutôt comme un cheminement continu, un apprentissage constant, un ajustement permanent. Et le courage de poser ses propres limites peut même avoir un effet positif sur l'entourage, les inspirer peut-être. Intéressant. Pour laisser un peu matière à réflexion, le guide mentionne ces fameuses limites digitales, la gestion de la disponibilité en ligne, etc. Si poser ces limites au niveau personnel a déjà un tel impact, qu'est-ce que ça pourrait donner comme conséquence, positive ou peut-être complexe, si un groupe, une équipe au travail ou même une famille décidait de définir ensemble, collectivement, des limites claires sur les interactions numériques, la disponibilité, au-delà des choix de chacun? Qu'est-ce que ça changerait? C'est une excellente question pour terminer. Ça ouvre pas mal de perspectives.